L'Union européenne a-t-elle du souci à se faire après la victoire de Donald Trump? Son existence est-elle menacée? On va tenter de répondre à ces questions et aussi de savoir si les pays de l'Union européenne vont choisir le collectif ou le chacun pour soi. Avec nous pour en parler, Jean-Dominique Giuliani, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes président de la Fondation Schuman. Alors le retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne? Écoutez, c'est un fait, c'est une élection démocratique, incontestable. Je pense que les États-Unis vont se trouver un peu apaisés après avoir été tellement divisés dans cette campagne électorale. Donc je crois qu'il faut attendre de voir avant de faire des prévisions. Bien évidemment, on voit bien que les Européens auraient préféré Kamala Harris, mais ils doivent respecter aussi le souhait démocratiquement exprimé par les Américains. Alors, pourquoi l'Union européenne aurait préféré Kamala Harris? Ça peut paraître évident, mais concrètement... Oui, parce que c'est l'habitude, n'est-ce pas? L'administration démocrate, qui n'était pas plus favorable dans ses mesures concrètes à l'Union européenne. Je rappelle que l'administration de Joe Biden a gardé l'essentiel des mesures économiques prises, notamment les taxations, notamment les subventions à l'industrie américaine. Notamment l'automobile. Oui, qui avait été prise par Donald Trump déjà. Donc il faut, je crois, attendre de voir. C'est un deuxième mandat de Donald Trump. C'est une Amérique qui va se calmer un peu et qui va calmer ses divisions. Ensuite, c'est un nouveau défi pour l'Union européenne, incontestablement. Ce n'est qu'un de plus dans la grande transformation que nous vivons, c'est-à-dire une compétition mondiale avec un repli des grandes puissances, repli quasi nationaliste, disons-le aussi. Et donc là, il doit y avoir une réponse européenne plus unie, une fois de plus. L'Union européenne se trouve interpellée par un nouveau défi. Mais il y a aussi ce risque. Et d'ailleurs, Donald Trump est très malin sur ça, il faut le lui reconnaître. Lui, c'est deal contre deal, c'est marché contre marché. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de voir les pays de l'Union européenne faire cavalier seul et aller négocier des contrats à Washington en bilatéral, comme on dit? Oui, c'est un risque, notamment on pense à l'Allemagne, notamment qui a de gros intérêts économiques aux États-Unis. Qui va très mal, politiquement et économiquement. Qui a des problèmes industriels importants aussi, à son tour. Et donc c'est un risque, c'est la raison pour laquelle plusieurs dirigeants européens, d'ailleurs Emmanuel Macron, d'ailleurs Olaf Scholz, sont appelés tout de suite à une réaction concertée. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y avait la réunion à Budapest de la communauté politique européenne, c'est-à-dire 47 États membres, bien plus que l'Union européenne. Demain, il y a un Conseil européen avec les 27. Et justement, c'est à l'ordre du jour. Comment prépare-t-on d'éventuelles réponses, puisqu'on en a les moyens, et c'est ça peut-être qu'il faut retenir de la déclaration aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Eh bien justement, si vous le voulez bien, avant que vous la commentiez, pardonnez-moi de vous couper, puisque vous nous parliez de Budapest, capitale de la Hongrie, on va s'y rendre. Rappelons d'ailleurs que la Hongrie assure la présidence tournante de l'Union européenne. Alors vous l'avez dit, là c'est élargi, on a une cinquantaine d'États, mais il y aura effectivement le conclave des 27 dès demain. On va écouter Emmanuel Macron. C'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? Et moi, je pense qu'on a une force pour l'écrire. Écrire l'histoire, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire prendre des décisions en fonction d'abord des intérêts européens. L'intérêt européen, c'est ramener la paix sur le continent, notamment en contenant l'impérialisme et le révisionnisme russe, incontestablement. Donc l'idée, c'est quand même, l'idée des Européens, c'est de ne pas se laisser imposer des accords éventuels entre les États-Unis et la Russie, les États-Unis qui sont loin du continent européen. Ce ne serait pas nos intérêts, car ce ne serait pas une situation stable et durable. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout réglé, évidemment. Mais donc, notre intérêt, c'est d'avoir une paix juste en Ukraine. Voilà. Et donc, nous sommes à proximité de l'Ukraine. Deuxièmement, il y a aussi des aspects économiques. J'imagine qu'on va en parler beaucoup à Budapest, où l'Union européenne sous-estime sa force quand elle est unie. Et je crois que c'est ça le message d'Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens, c'est qu'il va falloir faire quelques avancées pour jouer davantage en commun
que de manière isolée, ce qui est un risque, évidemment. Alors, on va parler pourcentage et bataille commerciale. D'ailleurs, il y a les États-Unis, mais il y a aussi la Chine. Mais Emmanuel Macron, ce qu'il dit aussi, c'est son souhait de renforcer l'autonomie stratégique et aussi de ne pas être éternellement sous, on pourrait le traduire par sous le parapluie américain, en fait. Oui, il l'a dit très clairement. Il a dit, je crois, nous ne pouvons pas nous en remettre aux Américains pour l'éternité. Et je crois que... Mais ça repose la question de la défense européenne. Oui, c'est un serpent de mer. Ce qui est très intéressant, c'est quand même ça a beaucoup progressé au sein de l'Union européenne ces dernières années. Donc, à son rythme, qui est parfois lent, parce qu'il faut l'accord de tout le monde, l'Union européenne a pris beaucoup de dispositions. D'abord pour financer les industries de défense, financer le soutien à l'Ukraine. Je rappelle quand même que l'Union européenne a davantage donné de soutien financier à l'Ukraine que les États-Unis. Moins d'armes, mais plus de soutien globalement. Donc on a la capacité de le faire. La difficulté, c'est qu'on avait l'habitude de gérer tout ça de manière nationale et qu'il faut davantage partager et c'est possible si on regarde le futur et nos intérêts en dépassant les habitudes du moment. Je crois que le message d'Emmanuel Macron, c'est aussi celui-là. C'est-à-dire de dire c'est un nouveau défi. On est une fois de plus au pied du mur pour démontrer qu'on est plus fort ensemble que tout seul. Alors Donald Trump a déjà gouverné, donc les Européens le connaissent. Vous disiez on verra, on jugera sur les actes, mais il a d'ores et déjà prévu des droits de douane de 10 à 20% pour les produits importés, notamment européens. Ça peut aller jusqu'à 60% pour les produits chinois. Quels sont les atouts concrètement de l'Europe pour faire face au protectionnisme économique de Donald Trump? La réciprocité? Oui, bien sûr. Et d'abord, je rappelle quand même que... l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale du monde, à égalité avec la Chine. N'est-ce pas que les États-Unis ont un fort déficit commercial? Il est normal qu'ils veuillent le réduire, mais je crois que c'est plutôt la Chine qui est visée plutôt que les Européens. Deuxième élément qui tempère un peu ces réactions de campagne électorale, ces promesses électorales avant l'élection, c'est que quand même il y a énormément d'intérêts américains en Europe. Les grandes entreprises, notamment dans la technologie, elles ont toutes un premier marché qui est le marché européen, parfois avant même le marché américain. Donc, si vous voulez, les intérêts sont très liés. On a le sentiment qu'en Europe, il n'y a pas, pardonnez-moi Jean-Dominique Joannis, ce sentiment de patriotisme économique. Doliprane en France, en partie racheté par des Américains. Northvolt, le géant suédois des piles électroniques qui cherche de l'argent et qui est en quasi-faillite. Pourquoi il n'y a pas ce même patriotisme en Europe? Parce que... On a presque l'impression que c'est un gros mot, en fait. Non, c'est la manière dont on... Alors que Donald Trump passe son temps à critiquer le socialisme, le communisme, mais l'État américain n'hésite pas à intervenir pour sauver... Absolument. Et il en a les moyens. Et donc c'est ça la question de l'Union européenne aussi. C'est que nous n'avons pas réussi à mobiliser notre épargne ou les crédits publics au profit de nos entreprises. Parce que nous avons pendant longtemps voulu abolir les frontières entre nous. Donc on a préféré les lois sur la concurrence en finalement restreignant l'aide qu'on pouvait avoir à nos futurs champions européens. Nous en avons quand même, n'est-ce pas? Mais moins que ce que nous pourrions en avoir, qui serait capable de résister davantage, d'exporter davantage. C'est un problème de structure de financement, d'où le rapport Draghi, d'où le rapport l'État, qui disent qu'il faut qu'on organise un marché financier européen beaucoup plus profond pour financer nos emplois, le maintien de l'industrie chez nous, ce qui aujourd'hui est difficile, et on voit très bien que des entreprises en difficulté font appel à des capitaux américains, voire parfois chinois, pour financer leurs investissements considérables qui sont exigés par les mutations et les transformations numériques ou écologiques. On se souvient de la bataille commerciale lors du mandat de Donald Trump avec la Chine de Xi Jinping. On va sans doute avoir l'épisode 2 de ce long feuilleton économique et commercial entre Washington et Pékin. Si la Chine est acculée économiquement, entre guillemets, avec des droits de douane de 60% sur ses produits, forcément, elle va se rabattre sur l'Europe et inonder le marché européen. Comment la France et ses voisins et l'Europe peut-elle faire face? C'est déjà un peu le cas, pour être très franc. Mais vous avez vu que l'Union européenne... Sur les voitures électriques, notamment? A pris notamment des décisions sur les voitures électriques. Je pense qu'il y en aura d'autres, de décisions. Ça progresse assez vite, à la fois dans les esprits et parfois malgré les habitudes ou les intérêts immédiats de tel ou tel. Par exemple, les Allemands étaient opposés
à ce qu'on prenne des mesures. Mais finalement, ils l'ont laissé faire. Ils étaient opposés parce que traditionnellement, ils sont ouverts au libre-échange, fortement exportateurs, ce qui n'est pas toujours notre cas. Il y a la Chine aussi qui a répondu déjà à l'Europe par rapport aux voitures électriques chinoises en sanctionnant depuis un mois le brandy européen, l'alcool et le cognac notamment français. Celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, on fait comme s'il y avait 3 blocs, Chine, États-Unis, Europe. Le monde est beaucoup plus complexe. Il y a notamment les BRICS. Est-ce que l'Europe ne gagnerait pas à diversifier, si l'on peut dire, ces échanges, qui soient d'ailleurs sur le plan commercial, mais aussi géopolitique? Écoutez, je crois que c'est surtout un contexte de très forte rivalité, de compétition. Parce que Donald Trump, il va jouer cette carte-là, du multilatéralisme, en tout cas il n'y a pas que l'Europe et la Chine, il va aller vers ces pays-là, on imagine. Il reste quand même le camp des démocraties et les autres, n'est-ce pas? Et donc, qu'on le veuille ou non, les Américains et les Européens sont quand même dans le camp des démocraties, même si... Même illibérales. Même illibérales, en tout cas, elles sont plutôt libérales, majoritairement. Ce camp des démocraties dans le monde se restreint, donc nous n'avons pas beaucoup de choix non plus. Nous devons tenir compte de la Chine, des pays du Sud, d'autres, mais nous sommes aussi garants de défendre... la liberté d'expression, les valeurs, les droits de l'homme, etc., qui sont mis à mal partout dans le monde. Et donc, de ce point de vue-là, qu'on le veuille ou non, l'alliance avec les Américains reste quand même très forte. Peut-être, et c'est un des dossiers que l'on va traiter sur notre site internet, l'Europe et l'Afrique. Quel avenir? Robert Schuman avait eu cette vision, et même l'avait écrit, il avait dit « l'Afrique est la sœur de l'Europe ». Si l'Afrique va mal, l'Europe ira mal. Et donc nous le voyons aujourd'hui avec cette forte poussée migratoire. Quand l'Afrique va pas bien, l'Europe en paye immédiatement les pots cassés. Donc nous avons un devoir à l'égard de l'Afrique. Nous avons des intérêts à aider les Africains, mais il faut qu'on apprenne à les aider différemment. Nous ne sommes pas là pour les aider de manière paternaliste, comme on l'a fait pendant très longtemps. On n'est pas là pour distribuer de l'argent. On doit co-investir. On doit préparer l'avenir de ce continent le plus jeune du monde aujourd'hui, en lui donnant sa souveraineté, la manière de décider lui-même et être à ses côtés. Je crois que c'est notre intérêt. Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Schuman. Merci d'être venu sur notre plateau.